guillotine et dans le Gers. Donc c'est un sujet qui vient après, bien évidemment, un acte normalement criminel. Alors, vous le savez, c'est en 1789-90 que la Constituante met à l'ordre du jour la suppression de l'ancien système d'Ancien Régime concernant le droit pénal. C'est d'abord la suppression de tous les supplices barbares et cruels qui étaient en vigueur jusqu'à la Révolution. Car un bon exécuteur ou bourreau devait savoir faire son office par le feu, par la hache, l'épée, le fouet, la fourche, la roue, le gibet, l'écartèlement, etc. Vous savez que la décapitation avec la hache ou l'épée était le supplice réservé donc aux gentilshommes. Le bourreau, bien évidemment, en outre, devait briser les bras ou les jambes, couper les oreilles, percer la langue, appliquer la marque au fer rouge sur les chairs vives. Il était chargé aussi de mettre le carcan, d'attacher au pilori, d'exécuter les contumax en effigie. Il conduisait aussi les bannis en dehors de l'espace communal et il éjectait donc les bannis par un très fort coup de pied au derrière. Donc le travail du bourreau était très complexe, mais il va, avec les réformes de la Constituante, se modifier puisque on décide la suppression des supplices. Mais attention, pas de tous. On fait des pas en avant, mais pas totalement. L'autre réforme concernant le système pénal, c'est bien évidemment la suppression de la vénalité des charges, la suppression de ce qu'on appelait les épices, la suppression d'un certain nombre de circonscriptions judiciaires qui se superposaient les unes sur les autres. Mais ce que l'on va décider aussi, c'est l'égalité devant le bourreau. C'est-à-dire qu'on allait appliquer un seul type de condamnation à mort. Ils se sont mis à 3 pour appliquer cette égalité devant le bourreau. C'est d'abord le député qui a laissé son nom dans l'histoire, un professeur d'anatomie à la faculté de médecine de Paris, c'est le député Guillotin. Et le 20 janvier 1790, il propose et il fait voter un genre de supplice unique pour tous les condamnés à mort. Donc il n'y aura pas pour les uns la hache, pour les autres le feu ou l'écartèlement, ce sera un seul type de condamnation. Il fait admettre aussi, quelque temps après, au mois de mai 1791, le principe de la décapitation. Et vous savez la phrase célèbre, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Donc c'est la loi. Donc reste à savoir maintenant quelle sera la machine dont on va faire usage pour cette condamnation à mort
à la tête tranchée. On nomme alors un comité. Les députés décident de mettre sur pied un comité, et ce comité sera présidé par un médecin, le docteur Louis. Et quelques mois plus tard, en 1792, ce comité adopte le principe d'une machine, vous avez le dessin là, d'une machine dont les principales caractéristiques sont la lunette, vous la voyez en bas, et le couperet tranchant. Il est en oblique, et vous savez, la petite histoire, mais je ne sais pas que Louis XVI, le roi, aurait apporté une modification à la proposition du docteur Louis, qui avait prévu un couperet horizontal, et c'est Louis XVI qui, paraît-il, je ne sais pas, aurait proposé le tranchant en oblique. Troisième étape, on a décidé, que tout condamné à mort aurait la tête tranchée, 2, que cette tête serait tranchée à l'aide d'une machine, et troisième étape, il faut maintenant réaliser, construire cette machine qui est encore à l'état de projet, bien qu'on ait essayé la machine sur un certain nombre d'animaux que l'on va oxyre à cette occasion. Alors, on va faire, comme tout projet officiel et d'État, on va mettre la réalisation de ces machines à l'adjudication. Et on décide que chaque département français serait pourvu de cette machine. Or, on vient de faire la réforme administrative qui prévoit 83 départements. Donc, on décide de construire 83 machines et on met leur fabrication à l'adjudication. C'est un étranger, un facteur de clavecin, un Allemand, qui va emporter la fabrication de ces machines avec leurs accessoires, un grand nombre d'accessoires, le panier bien sûr qui doit recevoir la tête, et il y a des vêtements pour bourreau et pour le condamné, il y a des fers rouges avec des lettres, etc. Et c'est un fameux Schmitt qui emporte l'adjudication et il se met au travail au mois de mai 1792. Donc vous voyez, on va vite, 90, même condamnation à mort, enfin, même façon de faire mourir le condamné à mort. Deuxième étape, la tête sera tranchée à l'aide d'une machine. Et troisième étape, la fabrication de ces machines. Eh bien, comme les autres départements français, le Cher va recevoir sa dotation en septembre 1792. Donc, en mai, on commence les fabrications. Alors, la machine qui arrive à Auch ne sera pas défectueuse, mais d'autres départements ont eu des problèmes parce que la construction de ces machines, comme on disait à l'époque, de ces voies de justice, cette construction avait des défauts. Alors vous savez que l'on va appeler cette machine la Louisette, du nom du docteur Louis qui décide donc que l'on aurait affaire à un engin. On va l'appeler aussi du nom de guillotine. Ce sera celle que l'on va retenir le plus souvent.
Et alors que le docteur Guillotin était horrifié qu'on utilise son nom à l'appellation de cette machine. On l'appelait aussi, vous savez, la veuve et les bois de justice, etc. Alors, comme souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment de la Constituante, on a des grandes idées généreuses, comme par exemple l'égalité de tous les citoyens français, sauf bien évidemment dans les colonies. Donc là, c'est pareil, on décide qu'il n'y aurait plus de torture, mais on va quand même garder des petites choses qui n'ont pas grande importance, mais enfin, c'est le carcan, la marque au fer rouge, c'est déjà le plus délicat, et troisième élément, c'est le fait de couper le poignet avant l'exécution à tout parricide. Et ça va être maintenu jusqu'en 1830 et quelques. En 1830, par exemple, à Auch, un condamné aura donc le poignet sectionné. Oh, il faisait ça très vite. Une fois sectionné, on mettait un peu de sciure et puis tout était passé. Alors, nous voici en septembre 92 et la guillotine prend le bateau et c'est démonté depuis le temps. Et en kitsch. Donc on va démonter la guillotine, elle arrive par la Garonne, donc au bord de la Gênes de Némartin. Mais en chemin, il y a un condamné à mort qui attend à Gondon. Alors on va faire un arrêt à Gondon et la machine donc est essayée pour la première fois en septembre ou octobre 1792 à Gondon, et la voilà qui fonctionne apparemment bien et qui arrive à Auch. Donc la guillotine est dans le Gers à partir de 1792 et elle est immédiatement au travail, je voulais dire. Donc la guillotine là n'était pas, l'environnement de la guillotine n'était pas prévu par l'adjudication, et notamment ce qu'on appelle l'échafaud. La guillotine était posée directement au sol, mais comme je vais le dire souvent, on avait affaire non seulement à une punition, mais aussi une leçon. Il fallait que les spectateurs puissent bien voir l'exécution, et il fallait donc, c'est trop fort, passer. Donc il fallait que le public puisse voir le spectacle. Donc on va commander les édiles municipaux d'Auch vont faire réaliser donc un échafaud. C'est le charpentier qui a la gestion des affaires municipales et qui va opérer donc cet échafaud, construire cet échafaud légèrement surélevé. Et on installe le tout donc non loin d'ici, place de la Liberté, elle s'appelait ainsi, elle s'est appelée longtemps ainsi, place de la Liberté, c'est l'actuelle place de la Libération, c'est-à-dire la place devant l'hôtel de ville, qui était avant la Révolution comme après, donc destinée aux édiles de la ville. Alors elle reste là, exposée, sans, j'allais dire, agir pendant quelque temps. Alors les âmes qui avaient peur vont réagir et demander qu'elle soit démontée. Alors elle est démontée en octobre 1792 et puis on la met dans un hangar
Et puis voilà qu'en 93, alors là, les choses se précipitent. Nous sommes au moment du cœur de la Révolution, avec les débuts de la terreur, et c'est le premier à gravir les degrés de la guillotine en 1793, c'est un prêtre, le prêtre Saint-Martin, qui a été trouvé dans une maison alors qu'il aurait dû être à l'étranger, puisque n'ayant pas prêté le serment constitutionnel, il était voué, condamné d'office à la déportation. Comme il n'avait pas quitté la France, il est trouvé caché chez des habitants et il est jugé. Et en avril 1793, c'est la première exécution. Alors là, l'exécution a caractère, nous allons dire, politique, puisque la guillotine n'était pas destinée à agir pour les opposants au régime, mais la guillotine avait été envisagée uniquement pour les délits, les crimes à caractère donc de droit, comme on dit, de droit commun. Or, maintenant, si à Condom, en septembre 92, c'était un condamné de droit commun, là, nous avons affaire à un condamné par le tribunal révolutionnaire, donc pour des raisons politiques. Et ça va être l'ambiguïté pendant 7-8 ans, de 1793 à 1800 en gros, l'ambiguïté de l'action de la guillotine, qui va à la fois tenir compte des punitions, c'est-à-dire des condamnations de droit commun ou des condamnations politiques. Alors, la guillotine est donc utilisée au mois d'avril 1793. Elle reste encore exposée. Alors là, une grande délibération est prise, c'est-à-dire qu'on va la peindre en rouge afin de diminuer l'horreur du spectacle des exécutions et rendre les poids plus durables. Donc, voilà notre guillotine qui est à nouveau mise en place et qui va y rester un certain temps. C'est à partir de septembre 1793 que là, elle va avoir un rôle plus politique que, je veux dire, sécuritaire. C'est d'abord un autre prêtre qui est exécuté, qui avait refusé lui aussi le serment, il avait refusé de quitter le département, c'est l'abbé Coppel, et cet instrument doit faire trembler, écrit un agent municipal, faire trembler tous les malfaiteurs et tous les réfractaires à la loi. Alors là aussi, on l'enlève, on la remet au gré des pétitions des habitants, les uns ne voulant plus voir cet engin et les autres au contraire voulant que cet engin fasse peur et mette les contre-révolutionnaires donc en face de leurs responsabilités. La période la plus tragique, c'est à partir d'avril 94. À l'automne 93, il y a deux ou trois exécutions, mais il s'agit de condamnés à mort pour assassinat ou encore pour viol de domicile, vol, etc. Mais par contre, c'est à partir d'avril 1794, souvenez-vous pour des rappels, donc le roi
a été guillotiné donc en janvier 93. Et c'est Marie-Antoinette qui a été guillotinée donc presque un an après. Donc notre guillotine va agir de façon très active à partir de avril 94, au cœur de la terreur, Robespierre étant en place. La raison, c'est, vous le savez, que les prisons sont surchargées, tous les couvents, les anciens couvents du Gers et d'ailleurs ont été transformés en prison, que les suspects sont surveillés, que des comités de surveillance sont mis en place, que la pression populaire est forte et que les sociétés populaires et les bonnets rouges sont actives et veulent que l'on prenne des mesures outre l'emprisonnement des suspects. L'événement qui va déclencher la véritable action de la guillotine dans le Gers, c'est un événement qui se passe au Théâtre d'Auch, au théâtre qui se trouve à côté de la ce soir, le soir du 6 avril 1794, 17 Germinal l'an 2, ce soir-là, le commissaire, le représentant du peuple en mission, qui est d'Artigoyette, qui est à la fois landais et gersois, dans d'Artigoyette harangue les sociétés populaires, occitaines et les révolutionnaires actifs. Il les harangue et, au cours de son intervention, une personne du 3e niveau des galeries du théâtre jette en direction d'Artigoyette une énorme tuile qui chute non pas sur lui mais à ses pieds. C'est alors un attentat contre la République, contre le représentant de la République, et aussitôt d'Artigoyette, qui n'était pas tendre, va mettre en œuvre toutes les forces qui l'entourent, c'est-à-dire l'armée qui fait venir du Pays Basque, les tribunaux, les sociétés savantes, ont fait venir en urgence le bourreau qui était en train de déjeuner en famille, le fameux Jean Rascat, qui avait sévi aussi à Lectoure. Il résidait à la tour du bourreau, à Lectoure. Donc, ce fameux Rascat est mobilisé, et après enquête rapide, dans la même journée, on décide, le tribunal se réunit, et 6 condamnés sont arrêtés, 6 personnes sont arrêtées, condamnées, et vont passer donc sous le couperet de la guillotine. Le deuxième jour, 5 autres vont être exécutés. En réalité, donc à 48 heures, ce sont 11 condamnations et exécutions, la dernière se déroulant à la lueur des torches, parce qu'il y avait eu du retard donc, dans la mécanique. Alors, voilà le cœur, si vous voulez, de la révolution à Auch. C'est ce moment le plus pénible, le plus dur, où il s'agit non pas de condamner, si vous voulez, qui ont assassiné père, mère ou enfant. Il s'agit d'un outrage donc à représentants de la République et de condamner les auteurs
on a retrouvé, mais aussi tout l'environnement, tout son environnement politique, et notamment les noms. Eh bien, triste record en 1794, puisque cette année-là, outre les exécutions politiques, il y eut 2 ou 3 autres exécutions de droit commun, et en 1794, c'est le record, 15 exécutions dans le Cher, la guillotine a fonctionné 15. Puis, le nombre d'exécutions, notamment de contre-révolutionnaires, ce nombre d'exécutions va diminuer, mais va s'arrêter. En 1795, par exemple, je reprends le calendrier actuel, donc en 1795, il y eut 5 exécutions, alors 4 de droit commun, c'est un condamné pour avoir caché du blé, c'était la loi des réquisitions, un autre pour avoir empoisonné sa femme, un autre pour avoir assassiné un proche. Et nous avons un condamné politique, c'est le prêtre de lecture, Blaise Rabin, qui lui n'avait pas prêté serment, était passé à l'étranger et il croyait que la révolution était terminée, il était rentré et il est cueilli par des membres du comité de salut public de lecture et envoyé à Auch où il est exécuté. En 1793, nous avons 3 exécutions, là aussi, 1 de droit commun, 2 de droit commun et 1 politique, c'est un curé de Pic-Fezensac. En 97, 4 exécutions, en 98, 6 exécutions. Vous voyez, on est quand même à des chiffres relativement élevés. Alors, un mot sur cette exécution de 1798. 6 exécutions, dont 4 d'une même famille. Il s'agit il s'agit d'un accrochage qu'il y a eu sur la route de Auch à Toulouse, tout près d'Auch d'ailleurs, dans le secteur de Saint-Cry. Dans un virage, là, la malle-poste, ou la voiture des messageries, qui transportait à la fois des gens d'Auch et de Toulouse, mais qui transportait aussi du courrier et de l'argent. Ça rappelle, vous savez, après la Révolution, à Lyon notamment, donc une malle-poste contenait des sommes énormes. Là, c'est le 1er janvier, non, le 12 janvier 1798, donc la voiture des messageries est arrêtée par une vingtaine d'individus. Les voyageurs sont tenus à respect et les sacs postaux sont éventrés. On y trouve de l'argent, 65 000 francs de l'époque. Je ne sais pas si c'était or ou en monnaie assignat. Les voyageurs sont obligés de crier « Vive le roi !» et les 20 individus quittent les lieux en emportant sacs et argent. Bien évidemment, c'est un grand témoin. Toutes les gendarmeries sont chargées de retrouver les coupables et justement, on trouve près de Florence un sac postal et un cadavre, le cadavre d'un malfaiteur. Et ce cadavre et ce sac, on les trouve tout près d'une ferme qui est habitée par la famille Barter. Cette famille Barter, elle est immédiatement coffrée. Le père
la mère et les deux fils, et ils sont acheminés au tribunal et sont condamnés à la décapitation. Cette affaire va faire grand bruit dans tout le Gers et bien évidemment dans le microcosme florentin. Et lors de l'exécution, une foule immense va se presser donc autour de la guillotine. Alors le rythme autour de l'année 1800 baisse légèrement. En 99, c'est 4 condamnés, un seul contre-révolutionnaire. En 1800, 2 condamnés, 2 exécutions. 1802, 3. 1803, 1. De 1804, 0. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir un rythme beaucoup plus léger, si on peut dire, d'exécution après la chauffe révolutionnaire des années 93-98. Alors, voyons, laissons de côté cette période terrible où se sont mêlés les exécutions à caractère d'opposants politiques et les exécutions de droit commun. Il faut savoir que les exécutions politiques ne cesseront, d'après la loi de condamnation, qu'à la révolution de 1848. Donc, après 1848, normalement, on n'exécutera plus à la guillotine pour des raisons politiques. Donc, durant la première moitié du XIXe siècle, les exécutions publiques dans le Gers ne sont pas rares, de 1800 à 1854, puisque vous savez que j'ai intitulé le petit exposé sur la guillotine dans le Gers, 60 ans de présence, 80 exécutions. Donc nous avons vu déjà, avec les années 1792 à 1800, nous avons vu plus de la moitié des exécutions. Donc à Auch, la justice dispose toujours de la guillotine et d'un bourreau. Avant, il y avait bien évidemment il y avait un aide bourreau, il y avait des personnes qui l'aidaient, qui l'accompagnaient, parce que le travail donc était, avant l'exécution et après, était lourd. C'est en 1850 que l'on va supprimer la fonction de bourreau à Auch. En 1850. Et ces bourreaux ont été étudiés et il faut savoir qu'ils ont joué dans l'histoire locale et dans toute l'histoire de nos villes et villages gersois. Ils ont joué un rôle de premier plan. Il fallait à la fois choisir un bon bourreau, lui trouver un salaire, qu'il puisse se fournir un instrument de supplice, etc., etc. Donc, nous ne reviendrons pas sur les bourreaux, donc, qui étaient à la fois haïs, craints, bien évidemment, et dont on avait besoin quelquefois. Voilà pour les bourreaux. Mais les voies de justice vont rester dans le Gers jusqu'en 1853. Et là, on met aux enchères la guillotine gersoise. Et l'un achètera les bois, l'autre achètera la corde, etc. Donc, elle est vendue aux enchères et elle aura exécuté, donc, en réalité, 78 condamnés, parce qu'il y en a 2 autres
que l'on va condamner à la guillotine en 1854, et alors là, on va faire venir, puisqu'on a vendu la guillotine d'Auge, la guillotine de Agen, puisqu'on avait décidé en 1850 que désormais, il n'y aurait plus une guillotine par département, mais une guillotine par tribunal criminel. Et nous dépendions du tribunal d'Agen. Il n'y a plus donc dans le Gers d'exécution publique à partir de 1850. Le rythme des exécutions dans la première moitié du XIXe siècle. Sous l'Empire de Napoléon Ier, en moyenne 2 exécutions par an. En 1816-1817, c'est-à-dire au début de la Restauration, là, le nombre augmente. En période, vous savez, de changement de régime, parce que la police est moins active, la gendarmerie est moins active, et ensuite il y a des relents. Et on peut facilement accuser telle personne d'un crime que peut-être il n'a pas commis, ou de le condamner plus durement parce qu'il faisait partie de l'ancien régime, etc. Ensuite, après 1818, là le nombre diminue de beaucoup. Jusqu'en 1830, sur 12 ans, 4 exécutions. En 1830, nous en avons une, et après 1830 à 1854, plus d'exécutions. Vous voyez que là, la guillotine ne sert plus beaucoup. Par contre, au préalable, avant 1830, elle se déplace, elle n'agit plus seulement à Auch, mais elle se déplace, mettons en 1812, on la hisse sur la grande place de l'île Jourdain, quelques mois après sur la place d'Eos. Et une autre exécution qui va être à grande envolée, puis qui va avoir des retombées médiatiques, c'est la quadruple exécution de Mauvesin. En effet, 4 lascars qui habitent le secteur de Mauvesin, Soulomiac, le Tarn-et-Garonne, donc 4 lascars se réunissent et ils décident de faire main basse sur l'argenterie du châtelain de Sédaille, près de Sarran. Donc ils sont 4 à entrer dans le château et à intimider les châtelains pour leur prendre l'argenterie. Eh bien, ils sont retrouvés et les 4 seront exécutés. Donc pour un vol d'argenterie. En 1817, alors là c'est une fille qui est coupable de crimes d'infanticide. L'infanticide était très durement puni. Elle est aidée par un certain Bertrand Gensac, sûrement qu'on connaissait des recettes particulières. Je vous lis le compte rendu du journal du Gers de l'époque, 1817. Conformément à la loi, le coupable, c'est ce fameux Bertrand Gensac qui a aidé la fille à avorter, laquelle fille a été, elle, son sort a été, n'a pas été de la mort, a été commué en détention à vie. Donc, conformément à la loi, le coupable a été conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pied, la tête couverte d'un voile noir. Il a été exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier a fait au peuple la lecture de l'arrêt de condamnation.
Il a eu ensuite le poing droit coupé et immédiatement après la tête tranchée. Donc c'était en 1817. Donc une autre exécution en 1821 qui a été étudiée d'ailleurs par un membre de la Société archéologique il y a quelques années, c'est l'exécution de Joseph Fourignan qui avait assassiné la servante du curé de Saint-Mézard d'Esclos à côté de Lectoure. Et là, il a été condamné à mort et le curé qui l'accompagnait à l'échafaud a fait un long discours pour que les personnes présentes tirent la leçon de cet événement, fuyez la débauche, etc. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas non plus allonger outre mesure cette intervention, j'avais étudié il y a quelques années l'année 1854 dans le Gers. Et j'avais étudié sur le plan, effectivement, des crimes, des délits, des amendes, etc. J'avais consulté les journaux au quotidien, j'avais vu aussi les procès qui avaient été les procès d'assises ou bien les procès des différents tribunaux. Et l'année 1854 correspond justement aux deux dernières exécutions publiques du fait de exécuté par la guillotine. Donc, en 1853, je vous ai dit, les bois de justice sont vendus aux enchères et le bourreau mis à la retraite. Cela ne signifie pas l'arrêt des exécutions. Justement, l'année 1854 sera marquée par deux exécutions capitales. Bourreau et guillotine viendront d'Agen. Le trajet ne sera pas long, car les lieux d'exécution retenus, ce sont les lieux mêmes des crimes, c'est la plupart du temps sur le plus près possible du lieu où on a commis le crime. Les lieux mêmes du crime se situent au nord du département du Gers, à Montréal et à Condom. À Montréal sera exécuté l'auteur d'un crime crapuleux et à Condom, c'est une affaire d'empoisonnement. Bien sûr, les affaires d'empoisonnement comme d'infanticide sont l'objet d'enquêtes minutieuses. Alors voyons le cas de ce crime crapuleux de Montréal du Gers. Un certain Joseph d'Arras, qui est originaire de Boudenas, à côté de Foursès, se rend à la foire de Montréal et il a l'intention d'y acheter un attelage de bœufs. Et pour cela, il met dans sa poche, si on peut dire, une somme de 475 francs, donc destinée à acheter. Il fait le tour du foirail de Montréal et ne trouve pas de bœufs pour faire son affaire. Et à la nuit tombante, le voilà, nous sommes en novembre, donc il quitte Montréal pour revenir vers Boudenas, vers Mézin, et il est seul. Il ne s'était pas aperçu, il est seul avec sa femme, il ne s'était pas aperçu qu'un individu avait suivi ses tractations d'achat et le suivait. Et entre Montréal et Foursès, il y a des bois importants, c'est l'ancienne route. Donc, dans un bois, ils sont tous les deux attaqués, Gredin, la bourse ou la vie. Et donc, on leur assène
2 coups de poignard et on leur vole l'argent puisqu'ils n'avaient pas à acheter les bœufs, ils n'avaient pas trouvé à dépenser cet argent. Et l'assassin prend l'argent et les laisse morts, et tête légère sûrement, le voilà qui arrive à Fouxès, il voit que l'auberge est ouverte, et il fait naturellement bombance, et il demande s'il y a une chambre, et le voilà qui reste passer la nuit dans la bourse. Bien évidemment, il n'est pas levé, que la gendarmerie vient le cueillir, et la raison, c'est que si l'homme a été tué, la femme, elle, avait été assommée et avait pu reprendre ses esprits et aller à la gendarmerie, donc avertir de ce qui leur était arrivé. Alors l'enquête est confiée à la gendarmerie de Vic-Fezensac, essentiellement de Montréal, parce que l'accusé, Antoine Cézanne, a un antécédent très, très lourd. Il est décrit comme brutal, violent. Il a, lors des faits, été marié. Il est père d'un enfant de 15 ans. Il a été condamné à 18 ans pour attentat à la pudeur. Il déserte alors qu'il était sous les drapeaux. Il fera 5 ans de fer. Il viole une fille de 15 ans, échappe à toute condamnation, etc., etc. Il est paresseux, débauché, fréquente les foires, les salles de jeu, les prostituées, et tout est tout. Alors bien évidemment, le procès en assise se déroule donc en janvier 1854, alors que les événements se sont déroulés en novembre. Vous voyez la rapidité avec laquelle la justice, à cette époque-là, a agi. Donc, le procès se déroule en assise en janvier, une affluence considérable, l'interrogatoire n'apprend rien, car il nie tout et simule la folie. Les 42 témoins qui sont amenés à la barre sont tous des témoins à charge. Et vous vous en doutez, donc le jury n'a aucune difficulté à faire son choix, c'est la peine de mort, et l'accusé devra être exécuté sur la place publique de Montréal. Et voilà qu'on fait bien évidemment les recours nécessaires, on demande les droits, la grâce, qu'est-ce que nous avions à ce moment-là? Ah oui, c'était l'empereur, donc la grâce à Napoléon III, qui ne l'accorde pas, et ayant épuisé dans tous les recours, une voiture cellulaire gardée par 4 gendarmes conduit le malheureux condamné vers le théâtre de son dernier forfait. Le convoi par Doche le soir arrive à Condom à 1h du matin, on prend 2 heures de repos, puis on repart par Montréal. Et alors, quoique le voyage eut lieu la nuit, la route était couverte par la population qui se rendait à toute hâte au lieu fixé du supplice qui était la jonction, si vous connaissez Montréal, de la route qui va à Mézin et la route qui va à Eos. Il y a là une sorte d'amphithéâtre qui permet de voir. Alors, il y avait un monde de foule. Le sous-préfet est mécontent parce que déjà, on ne voulait pas trop d'attroupement parce qu'on est au début de l'Empire de Napoléon III, les attroupements sont... Et le sous-préfet donc aurait voulu qu'on ait le secret et puis pas du tout. Donc le secret n'est pas tenu. On estime qu'il y a environ 8 à 10 000 personnes qui assistent à l'exécution. Pour la petite histoire,
mon arrière-arrière-grand-mère y était. Donc c'est pour dire l'importance de ces événements, et la population donc est immense. Donc la plus grande résignation était peinte sur les visages, donc livrée aux mains de l'exécuteur à 6h10, la justice des hommes était satisfaite, tout s'est passé avec le plus grand ordre et dans une parfaite tranquillité, donc écrit le commissaire de police de Montréal au sous-préfet qui était inquiet de ce qui aurait pu se produire. Le deuxième cas, ça c'est l'exécution de Montréal, le deuxième cas c'est le procès d'exécution de Joseph Bissembert qui habite lui à Condom. Ça se passe au moment pratiquement de l'exécution de notre Montréalais. Donc c'est une famille de menuisiers de Condom qui habite un quartier qui s'appelle le quartier de la Bouquerie, à Condom, qui est un quartier populaire des ouvriers. Alors ce Joseph Bissembert se remarie 6 semaines après le décès de son épouse. Vous en doutez, un veuf qui se marie si vite s'interroge. Dans le voisinage parle. Il a 30 ans, ce Joseph Bissembert, et sa nouvelle femme n'en a pas encore 18. Elle s'appelle Joséphine Labat. Les nouveaux époux sont heureux, mais la rumeur publique vient très vite interrompre la lune de miel. Et si sa première femme avait été